Internet a abaissé le coût marginal de transfert de l'information. La blockchain, ça abaisse le coût marginal du transfert de valeur Exactement. et de la confiance. Et les ZK, ça abaisse le coût marginal de déléguer du calcul, en fait. Ça fait au calcul distribué ce que la blockchain a fait au transfert de valeur et ce qu'Internet a fait au transfert d'information. Mais on est vraiment encore toujours dans un statu quo qui est, à vrai dire, abyssal. Ça fait 16 ans qu'on a de la blockchain et encore la manière d'onboarder les gens, c'est de dire ça marche super bien, c'est sécurisé. Télécharge cette application super moche avec un petit renard dessus et voilà 24 mots, tu vas les tatouer sur ta fesse gauche et les enterrer au fond de ton jardin. C'est complètement aberrant. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler de Layer 1 et des Layer 2 avec deux experts. Sylve Chevet, toi t'es... Salut. Ravi. T'es CEO de Ilé. Exact. Il a un Layer 1 qui vient de lever 2,6 millions d'euros. Et donc Henri Liotto, salut Henri. Salut Gary. Toi t'es Head of Ecosystem de Starknet. Alors de la fondation Starknet. De la fondation oui. Starknet, ouais. Qui a un Layer 2 sur Ethereum. Exactement. Et donc on va parler donc de Layer 1, de Layer 2. Avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas de vous inscrire, de subscribe à la chaîne de Cryptostalk, qui est la chaîne secondaire de Cryptost, où on publie les épisodes une semaine à l'avance. Déjà, messieurs, pour commencer, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est un Layer 1, un Layer 2, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité? Ouais. Tu veux faire ça à pierre, papier, ciseaux? Non, vas-y, comment tu fais le Layer 1, tu fais le Layer 2. La Layer 1, c'est ce qu'on appelle la couche la plus basse d'une blockchain. Donc, on prend un exemple, Bitcoin ou Ethereum. Ce sont des réseaux décentralisés qui ont des très grandes garanties de sécurité et de décentralisation sur lesquels sont construits des L2. Voilà, et les Layer 2, en fait, c'est des... en règle générale, quand on parle de Layer 1, Layer 2, on parle de blockchain. C'est des réseaux de blockchain, donc avec des blocs, des smart contracts, des transactions. Simplement, il y a une partie de leur sécurité, de leur architecture, qui est basée sur la L1, donc sur une L1 qui sont choisies, ou plusieurs, et qui régulièrement communiquent avec cette L1, et échangent des informations via un smart contract. Si on peut avoir une métaphore, ce serait, il y a Paris et les banlieues. Ouais. Moi, si tu veux une métaphore, moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle du tribunal, en fait. Ton contrat de travail, aujourd'hui, tu le signes avec ton employeur, il y a un juge qui est impliqué à aucun moment, mais si jamais il y en a un de vous qui dévie de ce qui est dans ce contrat-là, tu peux aller voir le juge pour avoir le règlement de la justice, en fait. C'est pareil pour la L2, en fait. C'est un truc qui te permet de dériver de la valeur de sécurité de la L1 sans avoir à faire des trucs directement sur la L1. De la même façon que ton contrat de travail te permet de dériver des propriétés du système de justice de ton pays sans avoir à aller devant le tribunal. Très bien. Déjà pour commencer, parlons de Ilé. C'est quoi il y a beaucoup de Layer 1 sur le marché, il y a beaucoup de Layer 2 aussi, mais pour commencer avec les Layer 1, c'était quoi l'ambition avec Ilé? Comment tu t'es dit, tiens, je vais créer un nouveau Layer 1 alors qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché? Comment tu t'es dit, tiens, je peux apporter quelque chose de différent? La façon dont on est arrivé à l'idée de Ilé, et c'est comme ça qu'on se connaît en fait avec Henri, c'est qu'au départ, mon cofondateur Lancelot et moi, on était parmi les premiers créateurs d'applications sur Starknet, donc qui était la Layer 2. Et ce qui nous a fait aller sur Starknet, c'est à cette époque-ci, on voulait créer un protocole de on-chain gaming, de NFT, qui s'appelle Brick. Et on cherchait vraiment un réseau sur lequel lancer notre application. On voulait vraiment que ce soit que l'intégralité du système fonctionne sur la blockchain. Et on s'est rendu compte que sur la Layer 1, c'est extrêmement cher. Un peu comme l'a dit Henri, on ne va pas avoir le juge tout le temps, on arbitre autrement. Et on a donc découvert Starknet, qui à ce moment-là avait son testnet. On a découvert également Cairo, qui est le langage de programmation de Starknet, qui permet de créer ce qui s'appelle des Zero Knowledge Proof. Et on est tombé vraiment amoureux de cette technologie. Et on est arrivé à une espèce de conclusion au bout d'un moment, c'est que une chose très amusante vis-à-vis de la blockchain et des Zero Knowledge Proof, c'est que les Zero Knowledge Proof sont arrivés après la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui a environ 16 ans. Le Bitcoin My Paper arrive à ce moment-là. Et un post de forum que j'aime beaucoup sur Bitcoin Talk de Satoshi Nakamoto qui dit « Ah, il y a un petit truc vraiment marrant dans les mathématiques, ça s'appelle les Zero Knowledge Proof. Si ça marchait vraiment, ce serait vraiment sympa, on pourrait le mettre dans le Bitcoin. Bon, ça marche pas parce qu'on est en 2010, donc on va faire 100. » Et maintenant qu'on a des Zero Knowledge Proof, en fait, on a énormément de propriétés, on reviendra dessus. Et nous, notre ambition vis-à-vis d'Ilé, c'est de créer la première blockchain qui est 100% optimisée pour l'utilisation des Zero Knowledge Proof. Ok, donc Zero Knowledge Proof, c'est les preuves de divulgation... Nul de connaissances. Nul de connaissances. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Ouais, une Zero Knowledge Proof, c'est une manière de prouver à quelqu'un que quelque chose a eu lieu.
Donc il y a beaucoup d'exemples ou de métaphores qu'on donne. Je vais prendre celle de où est Charlie. Je veux prouver que je sais où est Charlie sur le petit jeu, mais je ne veux pas te révéler où il est. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais prendre une grande boîte en carton. Je fais un petit trou et je te montre la tête de Charlie. Tu sais que je sais où est Charlie, mais tu ne sais pas où il est. Les Zero Knowledge Proof, c'est un peu la version logicielle de ça. Tu vas, par exemple, entraîner un modèle de machine learning très très cher pendant des jours. Et comment est-ce que toi, tu as la garantie que je l'ai bien entraîné? Je vais être capable de générer une Zero Knowledge Proof de ça. Et toi, tu peux vérifier ça en beaucoup moins de temps. Donc c'était une technologie qui était très théorique dans les années 2000-2010, très très récent. Et parmi les premières entreprises à vraiment l'avoir déployée en production, c'était Starkware. Pour accélérer la blockchain. C'est comme ça justement que marchent beaucoup de Layer 2. Et je parle sous le contrôle d'Henri. Beaucoup de trucs se passent sur Starknet qui sont très coûteux. Et on va générer juste une petite preuve que tout ça a bien été fait et qu'on va vérifier sur Ethereum. Et ça, c'est uniquement possible grâce aux Zero Knowledge Proof. Ok. Et donc, en gros, l'idée d'avoir créé ce Layer 1, c'était que si vous aviez... vous étiez, je ne sais pas, sur un L3 de Starknet ou donc un Layer 3 ou directement sur Starknet, ça aurait été trop coûteux d'aller à chaque fois consulter Ethereum si c'était un Layer 2 d'Ethereum. Le cœur de la question, à mon sens, c'est... voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de Layer 2. Uniswap vient d'en lancer encore un. Beaucoup ont des degrés extrêmement différents de décentralisation et de sécurité qui passent purement de Optimism qui a aucun mécanisme quasiment de sécurité vis-à-vis d'Ethereum, à Starknet qui est extrêmement sécurisé, qui va vraiment vérifier tous les blocs et tous les états sur Ethereum. Nous, notre vision, c'est qu'en fait, à terme, si un Layer 2 se décentralise vraiment, il n'y a plus vraiment besoin d'utiliser le Layer 1. Donc on devient un Layer 1. Et c'est à peu près la direction, mentalement, on pense que beaucoup de Layer 2 vont prendre. Donc nous, on se dit, en fait, on va le faire tout de suite. Et d'ici là, en fait, la technologie de Zero Knowledge Proof sera suffisamment bonne pour que ce soit extrêmement facile d'aller prouver il est sur Ethereum, sur Bitcoin, sur d'autres blockchains. Ok, c'est une super transition vers ce sujet. Est-ce que tu penses que, Henri, toi, que Starknet, à terme, pourrait devenir suffisamment décentralisé? Décentralisé, ouais, carrément. Pour devenir sa propre Layer 1, je sais pas. Je trouve que... Je pense que c'est en fait, c'est une frontière qu'on maîtrise pas encore très bien. On sait pas trop, tu vois, il y a pas si longtemps encore, on parlait de L2, de L1. Et là, en fait, on commence à voir qu'une L2, elle peut se mettre sur plusieurs chaînes. Donc, effectivement, cette frontière, elle bouge, en fait. Et savoir qu'est-ce que c'est exactement une L2, une L1, tu vois, si jamais tu as une chaîne qui peut se prouver et être vérifiée sur une autre chaîne, qui peut elle-même se prouver et se vérifier sur une autre chaîne. En fait, les preuves à divulgation nulle de connaissances, les preuves de validité, en fait, c'est une techno qui est vraiment nouvelle et qui est vraiment une fonction palier, en fait. C'est un truc qui apporte quelque chose qui est complètement nouveau, qui chamboule complètement la topologie classique que tu peux imaginer dans les réseaux blockchain. Et c'est pas évident de savoir où ça va aller. Donc, honnêtement, je sais pas, on verra. Moi, je pense que notre cap, le truc qu'on suivra, c'est surtout en fait de maximiser la sécurité, de s'assurer que peu importe où Starknet et Settle, que ce soit dans l'endroit qui garantisse le plus la sécurité du réseau. Je pense que les preuves ZK et la blockchain, étant deux technos différentes, essaient d'accomplir deux buts qui sont un peu différents. Tu vois. Avec les ZK, tu essaies de prouver de l'exécution, et en fait, avec de la blockchain, ce que tu prouves, c'est l'ordonnancement. C'est une horloge. Tu veux prouver ce qui s'est passé à quel moment. Et tu as quand même besoin d'un ordonnancement si jamais tu veux avoir un état du monde partagé. Et du coup, je pense que tu as quand même besoin de... Tu vas avoir une horloge principale, en fait. Et du coup, ça va être, ou en tout cas, ou quelques-unes. Et du coup, tu auras quand même, pour moi, tu auras toujours besoin de ce truc-là. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, carrément. D'ailleurs, pour revenir un peu en arrière, est-ce que tu peux déjà présenter Starknet? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Layer 2 aussi sur Ethereum. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qui fait, vous, votre différence par rapport aux autres Layer 2 d'Ethereum? Ouais, carrément. Alors, du coup, Starknet, c'est le réseau. Et tu as deux entités que je connais bien. Tu as Starkware, qui est le laboratoire qui a développé Starknet, qui est une entreprise qui, du coup, fait du logiciel. Ouais. Puis derrière, tu as la fondation Starknet, dont la fonction, c'est de faire grossir l'écosystème. Et moi, j'aime bien dire faire grossir l'économie sur Starknet, en fait. Faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent dessus. Et du coup,
Tu vois, Sylve, tu parlais du début des Zero Knowledge Proof et comme c'est arrivé après la blockchain. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que à l'origine de Starknet, tu as une personne qui s'appelle Eli Ben Sasson, qui est le fondateur de Starkware. Et lui, en fait, à la base, c'était un professeur de maths dans une université. Et il faisait des preuves à divulgation nulle de connaissances. Et en fait, il présentait ça à des conférences et tout. Et en fait, les gens lui disaient « Ah ouais, c'est intéressant ton truc, ça marche, mais pourquoi en fait ? À quoi ça sert ?» Et puis un jour, en 2013, on lui a dit genre « Ah, attends, c'est pas mal ce que tu fais, tiens, viens présenter à une conférence blockchain, tu vois. » Et pour la première fois, il a présenté son truc, les gens étaient intéressés. Et pour la première fois, quand il est descendu de scène, les gens lui ont dit genre « c'est cool ton truc, mais comment je m'en sers ?» C'est pas pourquoi, mais comment je peux m'en servir. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à se mettre dedans. Et où du coup, en fait, ils ont cherché qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour la blockchain avec ces preuves à divulgation nulle. Et il y a eu plein de produits intermédiaires, il y a eu plein de trucs qu'ils ont lancés. Et de fil en aiguille, ils en sont arrivés à Starknet, qui est du coup une blockchain dont l'ensemble des transitions d'état, l'ensemble des blocs sont prouvables et peuvent être prouvés dans un smart contract sur Ethereum. Ce qui fait que Starknet est un peu différent de tous les rollups. Il y a tellement de variétés que c'est difficile de dire exactement, mais Starknet, moi j'aime bien le dire comme ça, c'est un réseau qui a été designé à partir de principes premiers, c'est-à-dire en prenant pour objectif de maximiser la sécurité et les performances, au détriment du reste parfois, mais du coup avec les avantages associés. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, non, carrément. Et toujours un peu dans cette idée-là, parce que vous avez créé votre propre langage, hein, donc c'est Kairos. Hein. Ouais, pas de gaieté de cœur en fait, mais pour le coup spécifiquement, en fait, si les preuves à divulgation nulle, pour pouvoir exécuter du code et pouvoir générer une preuve, tu dois utiliser des fonctions mathématiques à l'intérieur de ton programme, tu vois, dans ce qui compose. Tu vois, tu sais, dans Matrix, quand ça devient tout vert, il y a les chiffres qui passent, tu vois. Il faut que tu imagines que dans ton ordinateur, il y a des chiffres, un certain nombre de chiffres qui passent. Et quand tu fais une preuve à divulgation nulle, c'est juste d'autres types de chiffres, en fait. Et si jamais tu veux faire ça de façon optimale, eh ben, il faut que tu peux pas utiliser exactement les mêmes algos que tu vas utiliser dans un ordinateur classique. Et du coup, pour faire des preuves qui sont le plus efficaces possible, effectivement, on a été obligé de créer un nouveau langage qui s'appelle Cairo. Ok. Alors d'ailleurs, je trouve ça cool de revenir sur un cas d'usage sur les ZKP. Est-ce que vous pouvez en donner, je sais pas moi, un cas d'usage que je vois, ce serait par exemple, faire un test d'ADN sans révéler par exemple ton identité ou... Enfin voilà, plein de use cases où tu veux justement ne pas révéler à chaque fois ton identité et quand même pouvoir souscrire à un service par exemple. Parmi, si tu peux noter un peu les propriétés que vont te donner donc on emploie Zero Knowledge Proof, preuve de divulgation de connaissances, bon, je vais juste dire ZK, c'est une part ce qu'on appelle la succinctness, c'est la capacité en fait de réduire le calcul. Donc si quelque chose t'a coûté peut-être des dizaines d'heures à calculer, tu peux le vérifier en quelques minutes. Et c'est la propriété de succinctness. Tu as des propriétés de privacy également, donc qui te permettent de cacher des choses. C'est plutôt ce que tu évoquais. Ouais. Dans un des cas, en fait, au départ, les ZK ont principalement été utilisés dans le cadre de la blockchain pour des notions de privacy, justement. Et Eli Ben Sasson qui avait travaillé sur Zcash à l'époque. C'était la première vraie utilisation de la ZK dans la blockchain. C'était une sorte de Bitcoin un peu plus Exactement. privé. Exactement. L'intérêt d'utiliser des Zero Knowledge Proof, c'était que tu pouvais faire des transferts qui étaient valides sans révéler au monde entier à qui tu avais envoyé l'argent. Mais tu savais quand même que c'était valide. Ouais. Extrêmement pratique. Par la suite, et là justement où les Stark et Cairo ont été inventés, c'était beaucoup plus sur un cas d'usage de succinctness et de scalabilité. C'est-à-dire tu vas prouver que quelque chose de très très gros a été fait et être capable de vérifier que ce calcul est juste en beaucoup plus petit, sans nécessairement prendre en compte des caractéristiques de privacy en tout cas. Moi, le cas que j'aime beaucoup, qui fonctionne déjà, c'est des projets, que ce soit Proof of Passport, ZK Passport ou Oslo, qui sont en fait des projets qui te permettent de prouver des choses à partir de ton passeport. Donc par exemple, il y a pas mal de discussions en Europe en ce moment sur le fait d'empêcher l'accès à certains sites web si tu es mineur, et c'est en fait assez compliqué à faire. Ça revient concrètement à faire un KYC. Et donc un KYC... je suppose que les éditeurs le savent, c'est assez embêtant. Il faut envoyer des photos de ton passeport, il faut tourner la tête à gauche, à droite, il faut faire confiance à la personne qui te fait le KYC. C'est comme passer la frontière. Ce que tu es capable de faire avec les Zero Knowledge Proof, c'est que les informations qui sont dans ton passeport sont signées par l'État français. Donc tu es capable en fait d'émettre une preuve que je suis en possession d'un passeport signé par l'État français et ma date de naissance est
fait que j'ai plus de 18 ans. Et ça, c'est une preuve que tu es capable d'émettre toi tout seul et de présenter un site web. Et le site web tout seul est capable d'aller le vérifier. Donc, la blockchain, voilà, il y a beaucoup de choses qui désintermédient. Ça désintermédie complètement la vérification. Et c'est ça la chose qui m'excite énormément dans le Zero Knowledge Proof, c'est que ça abaisse énormément le coût de la confiance, en fait. Là où auparavant, il fallait un intermédiaire pour vérifier que tu es bel et bien français, lire ton passeport, vérifier qu'il est bien. Là, en fait, il y a juste à vérifier des fonctions mathématiques. Donc, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus anonymisant et sécurisé pour les utilisateurs. Ça, c'est mon truc favori. Mais c'est vrai que quand tu regardes maintenant les KYC en ligne, souvent, on va demander ton passeport, mais aussi après de faire un scan de ton visage pour voir si c'est bien. Donc là, même avec... si tu avais la même expérience utilisateur, tu n'aurais pas ce problème de divulguer ton visage. Enfin, je veux dire, il resterait caché. Tu aurais encore quelques petits trucs à faire derrière. C'est pas aussi facile d'utilisation. Mais ça dépend pour quel cas, en fait. Là, les cas qu'on donne où il y a vraiment besoin d'un test à gauche, à droite, c'est avant tout des applications bancaires où les réglementations sont très élevées. Mais un exemple justement d'utilisation de ZK Passport, c'était pour une conférence Ethereum en Thaïlande qui s'appelle DevCon. Et ce qu'ils voulaient faire, c'est donner des rabais sur les tickets à des gens qui venaient de certains pays. Et en fait, c'est assez compliqué à faire. Donc là, ils ont utilisé ZK Passport pour dire, en fait, si vous venez de Thaïlande, d'Inde, vous avez moins 50% sur votre billet. Et ça, je ne sais pas vraiment d'où vous venez. Je sais simplement que vous avez été en mesure d'acheter un billet et qui correspondait à ces critères-là. Et ça, c'est vraiment génial. Et il n'y a pas besoin des mêmes niveaux de sécurité. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant sur la ZK. Carrément. Et pour revenir sur les L2, Henri, comment vous avez fait le choix d'Ethereum? Est-ce que, d'ailleurs, Starknet se lance sur Bitcoin aussi, non? Enfin, il y a des travaux en cours. Ouais, carrément. Bon, pour l'instant, c'est de la recherche. Il n'y a rien de concret là-dessus. Mais en fait, si tu veux, pour pouvoir faire un L2 sur une L1, il te faut deux choses. Il faut d'une part la capacité pour ta L2 de générer une preuve que tout ce qui s'est passé sur ta L2, ça s'est passé correctement. C'est le premier truc. Mais ensuite, ta preuve, il faut ce qu'on appelle la vérifier. Il faut la faire passer dans un petit programme qui va dire oui, non, ça c'est correct. Et Ethereum a des smart contracts. Du coup, tu peux le faire dans Ethereum. Bitcoin a pas tout à fait des smart contracts, en fait. Spécifiquement, il manque à Bitcoin deux choses aujourd'hui. Il manque d'un côté la brique qui permet de vérifier la preuve, c'est-à-dire vérifier, juste avoir un truc qui dit oui, non, la preuve est valide. Et deuxièmement, il manque à Bitcoin une notion d'état qui permet d'avoir une persistance de l'état de la chaîne. Tu vois, si jamais on est tous les deux, on envoie de l'argent sur Starknet, que toi tu souhaites le retirer, il faut que y ait sur la L1 quelque chose qui dise Gary a retiré ses sous, Henri les a laissés dedans. Et ça, tu l'as sur Ethereum, mais tu l'as pas sur Bitcoin. Maintenant, il se trouve qu'il y a des évolutions qui sont discutées aujourd'hui dans la communauté Bitcoin qui pourraient permettre d'avoir ces deux propriétés-là et qui, du coup, ouvrent la porte à avoir des L2 qui sont sur Bitcoin. Donc on regarde ça de près. Bitcoin, c'est une blockchain super cool. Et si jamais on pouvait faire en sorte que Starknet parle à deux blockchains, c'est trop bien. Carrément. Bon, maintenant qu'on a mis un peu planté un peu le décor sur les L1, L2, moi, une question que je me pose, c'est quand tu lances par exemple un L1, un Layer 1, tu démarres vraiment de zéro, quoi. Et tu dis par où commencer? Est-ce que tu vas par exemple, comment tu dis ok, je vais faire mes premières lignes c'est quoi le commencement? Je vois un peu ça comme de la pâtisserie. Ça a l'air assez complexe, mais à la fin, si tu suis les étapes, tu arrives à faire monter des blancs en neige. Bon, je suis extrêmement mauvais en pâtisserie, donc je fais de la blockchain à la place. Nous, disons que c'est quelque chose qui était beaucoup plus compliqué au tout début de la blockchain, où vraiment il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire des gens qui regardaient le code de Bitcoin et faisaient copier-coller. Et donc on a eu des Bitcoin Cash, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il existe en fait des kits de développement qui te permettent de pas partir de zéro. Nous, la première version d'Ile qu'on a créée, on l'a créée à partir d'un kit de développement qui s'appelle le Cosmos SDK. C'est donc une boîte à outils pour développeurs. On s'est vite rendu compte que on allait vite dépasser les usages parce qu'il est une blockchain qui est très étrange par rapport à la façon dont les blockchains sont censées fonctionner. Donc on a commencé à enlever des trucs et là tout a commencé à exploser. Par exemple, il n'y a pas de signature sur Ile. Et donc là, on a fait genre, oula, là il y a l'intégralité du truc qui s'est effondré. Donc on a gardé cette version-ci qui est une version de test et aujourd'hui on est reparti de zéro. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est vraiment en fait on a noté l'intégralité des fonctionnalités qu'on voulait. On a parlé avec les équipes de dev, c'est en fait on va faire ça, puis on va faire ça. Ça a l'air d'être une différence de nature entre des programmes normaux et les blockchains. À la fin, ça reste du code qui fait ce qu'on veut. Et c'est pas beaucoup plus... c'est très étrange à construire.
Mais c'est pas beaucoup plus... c'est pas monstrueusement différent par rapport au fait de faire un système informatique normal. Ouais, parce que tu as la tech, mais après tu as aussi tout l'écosystème, parce que par exemple, Starknet quand même va profiter de l'écosystème Ethereum qui est déjà existant. Je pense que ça a été, dans votre décision aussi, Ethereum, le fait qu'il y ait une grosse communauté, un gros écosystème, ça a été aussi quelque chose qui a impacté le choix de développer au-dessus d'Ethereum et pas d'une autre blockchain, j'imagine. Ouais, tu as deux aspects. Il y a le côté sécurité, parce qu'Ethereum est quand même une des blockchains les plus sécurisées. Enfin, il n'y en a pas vraiment qui est plus sécurisé qu'elle, à part Bitcoin. Et encore, c'est deux algos de consensus très différents, donc c'est débattable. Et il y a aussi un côté de sécurité en termes d'adoption, c'est-à-dire plus il y a de gens dessus, et plus la probabilité que en fait, tout le monde se tire et aille ailleurs est faible. Et du coup, c'est ça surtout qui a affecté notre choix. Après, le fait de se dire, est-ce qu'on va avoir un effet que les gens qui sont sur Ethereum viennent sur Starknet, je pense que c'est quelque chose qu'on espérait, mais qui ne s'est pas vraiment réalisé, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as plein de gens qui ont du mal à dépasser Solidity et à se dire genre je pourrais faire autre chose en fait. Tu peux te servir de Solidity dans plein d'endroits et du coup il y a plein de gens qui sont pas tu vois ils sont pas forcément intéressés à aller ailleurs parce que pour eux l'objectif c'est de prendre leur code et de le mettre sur plein de chaînes différentes. C'est pas forcément d'étendre leur application. Je pense que ça va changer à un moment, mais aujourd'hui en tout cas c'est pas un truc qui nous apporte énormément. Après ce qui est cool c'est qu'on bénéficie de l'écosystème Ethereum on est quand même dans l'écosystème Ethereum, tu vois, on est le cousin un peu bizarre, mais on est quand même là aux réunions de famille. Et du coup, c'est cool, on parle avec les gens. Et puis petit à petit, il y a des gens qui disent « Ah, c'est cool quand même ». Ouais. Et par rapport au langage qui peut être une barrière, ce serait quoi les accélérateurs pour d'adoption Mais en fait, genre, l'écosystème de la blockchain dans son ensemble, ça a 16 ans, c'est super jeune. Complètement. Ethereum, ça n'a pas 10 ans. Tu sais, genre, demande à n'importe quel dev Solidity, est-ce que Solidity, c'est le dernier langage que tu vas apprendre Ils vont tous te rironner, évidemment que non, tu vois. Donc, c'est juste une histoire de... Enfin, tu vois, c'est pas compliqué d'apprendre un nouveau langage. Et en plus de ça, Cairo, la façon dont Starknet est structuré est assez proche, spécifiquement l'état de Starknet, est structuré de la même façon que l'état d'Ethereum. Et du coup, quand tu passes de Solidity à Cairo, c'est un peu comme tu passes du français à l'italien ou à l'espagnol. C'est pas pareil, mais tu as quand même une syntaxe qui est similaire. Ok. Et pour revenir du coup sur Relay, donc on parlait de comment tu lances la tech, mais après tu as toute la partie écosystème dont on parlait, tu vois, avec Ethereum. Comment tu arrives à attirer... créer un nouvel écosystème, tu vois, attirer des développeurs sur ta tech. Parce que vous, d'ailleurs, c'est quel langage La particularité de Relay, c'est que nous n'avons pas de ce qui s'appelle d'environnement d'exécution. Qu'est-ce que c'est un environnement d'exécution ? La façon dont marche une blockchain, et Ethereum a marqué ça en haut du white paper, c'est un ordinateur mondial. Ça marche comme un ordinateur. Et un ordinateur, ça marche en disant, tu lui donnes des instructions, il mouline, et il dit ce qui s'est passé à la fin. C'est comme une fonction. La façon dont, et donc c'est également comme ça que fonctionne Starknet. Starknet, on donne des instructions à la machine virtuelle qui va effectuer ses calculs, et ces calculs, il s'avère qu'ils sont prouvables et vérifiables. Et ça, c'est vérifié sur Ethereum. La façon dont il marche, on ne donne pas à la machine des trucs à faire. On part du principe que ces calculs ont déjà été faits sur un serveur, sur l'ordinateur de quelqu'un, sur une autre blockchain. Va se contenter d'aller juste vérifier des preuves. Donc c'est vraiment le bout de la chaîne. C'est pour ça qu'on a créé une Layer 1. Donc on n'en a pas un directement. Par contre, on supporte tous les langages qui sont prouvables. Donc on supporte Solidity, par exemple avec Kakarot, qui est un des projets qui a émergé sur Starknet, qui permet de prouver du code Solidity. On supporte le Rust, parce qu'il y a ce qu'on appelle des ZKVM, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de prouver du code en Rust. On supporte Cairo, parce que Cairo est un langage probable. Donc on a à la fois pas de langage, et on supporte tout langage qu'il est possible de prouver. Donc ça donne une énorme flexibilité en matière d'application. Si on voulait faire reproduire ça sur, par exemple, Ethereum, ce serait pas possible, parce qu'en fait, Ethereum, c'est un ordinateur qui fait une chose, qui comprend un langage de programmation. Nous, en étant spécialisés sur les Zero Knowledge Proof, on en comprend beaucoup plus. En fait, il y a un côté vraiment marrant, je trouve, dans une des différences entre Relay et Starknet, c'est que Starknet, c'est un produit blockchain qui a besoin des Zero Knowledge Proof pour ce qu'elle est, alors que vous, en fait, vous êtes un produit Zero Knowledge Proof
qui a besoin d'une blockchain pour sécuriser. Et ça, cette nuance fait une grosse différence, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'on dit vraiment qu'on est optimisé pour les Zero Knowledge Proof. Et j'ai une anecdote un petit peu amusante, c'est... on a commencé sur l'écosystème Starknet et ça a vraiment été des choses avec Lancelot auxquelles on réfléchissait depuis vraiment très longtemps, à tel point que à chaque conférence, je donnais une talk en disant genre mais est-ce qu'on a vraiment toujours besoin d'utiliser de la blockchain pour tous les trucs, make Cairo provable again, etc. Et à un moment j'avais posté sur Twitter, j'avais demandé est-ce qu'il y a une utilisation des Zero Knowledge Proof en dehors de la blockchain ou en dehors de, c'est assez émergent, de l'IA. Et la première personne à me répondre, c'était Eli Ben Sasson, l'inventeur des Stark, qui m'a juste répondu laconiquement « No ». Et là, on a commencé à se dire « Bon, attendez, est-ce qu'il est possible de créer un écosystème, de créer une plateforme qui permette, en fait, l'utilisation maximale de ces Zero Knowledge Proof ?» Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, on a une approche qui est très différente à fond. Et tu vois, je trouve qu'il y a... Dans toutes les nouvelles technologies, quand elles commencent à apparaître, en fait, tu as quelques personnes qui au début s'en servent, qui sont généralement une petite minorité, qui sont prêts à bouffer du verre pour s'en servir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Ils ne sont pas servis par le statu quo. Et en fait, les preuves à divulgation nulle sont dans cette phase-là, en fait. La seule industrie qui en a besoin parce qu'elle n'a pas de choix, la seule industrie qui a envie de collaborer les uns avec les autres, mais qui sont trop paranoïaques pour se faire confiance les uns les autres, c'est la blockchain. Dans toutes les autres industries, ils ne se font pas trop confiance, mais ils ont trouvé des moyens de faire ça autrement. Et du coup, si tu leur dis genre, ah non, mais il faut réécrire ton code et utiliser des preuves à divulgation nulle, ils vont dire ouais, mais en fait, les contrats et les avocats, ça marche bien. Tu vois. Et les seuls qui sont intéressés par ça, c'est l'industrie de la blockchain. Mais clairement, les cas d'utilisation ZK dépasseront demain très largement la blockchain. Sûr, ouais. Et avoir un endroit où tu peux vérifier ces trucs-là, ça a beaucoup de sens. La comparaison que j'aime beaucoup faire, c'est historiquement l'évolution du moteur à vapeur. Les tout premiers moteurs à vapeur, on connaît le moteur à vapeur parce que ça a été utilisé dans les bateaux, ça a été utilisé dans l'industrie textile, mais au tout début, l'endroit où on utilisait des moteurs à vapeur qui fonctionnaient au charbon, c'était dans des mines de charbon pour pomper de l'eau. Parce qu'en fait, les moteurs étaient tellement inefficaces que le seul endroit où ça valait vraiment le coup d'avoir un truc vraiment genre moche qui consommait à mort, c'était à 50 mètres de la source d'énergie, donc les premiers trains à vapeur, et c'était des wagonnets dans les mines de charbon. Et parce qu'on a eu, comme le disait Henri, un peu comme pour la blockchain, ce premier cas d'usage, cette niche écologique, et qu'il n'y avait pas d'autre choix, les moteurs se sont améliorés, et par la suite on a dit, bon attendez, on a eu un petit problème dans l'industrie textile, on a juste besoin qu'un truc fasse ça non-stop. Ouais. Donc on s'est dit, on va peut-être utiliser ces moteurs-ci, et ils sont encore améliorés. Mais en fait, on a direct en tête la fin de la chaîne, qui est les moteurs à vapeur, on va dire, beaucoup plus modernes qui étaient dans les bateaux. Mais c'était obligatoire de passer par toutes ces phases de niche écologique. Et à l'heure actuelle, je pense que vraiment la ZK, on est en train de sortir de la mine. Le premier cas d'usage qui était donc les blockchains, et on est en train de chercher l'industrie textile. Ok. Ouais. Pour le coup, je suis curieux de voir à quel point les deux industries vont diverger en fait. Parce que, tu vois, c'est vrai que c'est pas les mêmes cas d'usage, mais d'un autre côté, quand une techno commence à être utilisée dans un certain contexte, tu peux très vite avoir des aspects de ce premier usage-là qui percolent pendant très très longtemps et qui restent intimement liés en fait. Est-ce que les ZK vont pouvoir s'affranchir du fait d'avoir une chaîne de blocs ? Je sais pas, tu vois, un exemple là-dessus, c'est l'industrie du disque en fait. Les premiers disques qui ont été enregistrés, la raison pour laquelle un album ça fait 60 minutes, c'est pas par une valeur artistique, c'est juste qu'en fait les premiers disques vinyles pouvaient enregistrer en bonne qualité à peu près 60 minutes de contenu. Et du coup, c'est devenu un format que après les gens se sont appropriés, c'est devenu un concept, tu fais un album et tout, et t'as tout un... On parle encore en termes d'album. Exactement, et du coup, tu vois, et puis même les CD numériques qui sont arrivés après, ont essayé de faire un truc qui était, c'est un album, c'était la même durée, c'était le même principe, alors qu'il n'y a rien qui empêche un CD de faire un peu plus ou un peu moins, ou d'être un format différent. Et même aujourd'hui, à l'heure où il n'y a plus personne qui utilise le CD, le concept d'album est toujours là, tu vois. Et alors on commence un peu à en sortir, hein. Il y a de plus en plus d'artistes qui sortent des singles ou qui sortent des clips, et la façon de sortir de la musique aujourd'hui est beaucoup plus large que juste des albums, mais l'album reste dominant. Et je suis curieux de voir à quel point les ZK et la blockchain vont rester liés comme ça. Mais c'est marrant, en fait, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est quand tu as un cas d'usage qui devient mainstream un peu trop vite,
comme il était peut-être restreint à cause de la tech, ça fait que sur ce que vous dites, que sur la durée, il va rester quand même assez restreint avec ces mêmes paramètres-là, parce que le public, entre guillemets, le marché s'est adopté à ces critères-là. Et ça va un peu penser au NFT dont on parlait un peu en off juste avant, où c'est réduit aujourd'hui, la techno NFT, au PFP, donc les Bored Ape, etc. Alors que c'est beaucoup plus que ça, mais parce que le public l'a connu sous cet angle-là, ça va rester tel quel, un moment en tout cas dans les esprits. Et ce que vous dites, c'est que là, par rapport aux ZK, c'est que c'était surtout développé pour des cas très niches dans l'industrie blockchain, mais que à terme, et c'est ce qu'il faut en fait pour, entre guillemets, que la technologie se développe avant vraiment qu'elle devienne mainstream pour des cas beaucoup plus larges. D'ailleurs, c'est quoi les cas que vous auriez en tête pour les ZK si demain ça devait vraiment, la techno elle devrait vraiment exploser dans la vie de tous les jours, vraiment des cas très mainstream c'est pas, je souhaite à personne que ce soit dans la vie de tous les jours, mais tu as plein d'assurances qui regardent à ce truc-là, notamment parce que c'est un truc dont on se rend pas compte, mais le principe d'une assurance ou d'une mutuelle, c'est que si t'arrive un pépin, tu vas pouvoir dire je voudrais récupérer des sous parce que je me suis pété le bras, tu vois. Et en fait, quand tu vas prouver que tu t'es pété le bras, tu dois envoyer la radio, ce genre de truc. Et ça, en fait, pour que ce soit clair pour tout le monde, il y a des protocoles très spécifiques sur comment est-ce qu'on évalue un sinistre, en fait. Et c'est des trucs qui sont faits par des humains ou par des algos qui sont pas très aboutis et qui sont super normés. Et aujourd'hui, faire ça avec des humains, ça coûte très cher. Si jamais tu pouvais le faire avec de l'IA, ce serait super cool. Le problème, c'est que le faire avec des IA, c'est assez compliqué parce que c'est gourmand en ressources et que n'importe qui... c'est plus compliqué à contrôler, en fait. Si demain, les assurances pouvaient utiliser des IA et prouver qu'elles ont utilisé les IA correctement, c'est-à-dire qu'elles ont évalué tout le monde exactement de la même façon, elles seraient ravies de pouvoir le faire. Parce que ça leur permettrait d'avoir des gains en efficacité qui seraient massifs et qui résulteraient à des coûts d'assurance moindres pour tout le monde. C'est exactement cette partie-ci qui m'intéresse dans la ZKS, c'est la baisse des coûts de confiance, en fait. Plutôt qu'en fait d'avoir plein d'intermédiaires. C'est pour ça qu'on arrive un peu toujours sur les mêmes choses, en fait, sur des technologies très émergentes. Internet, ça a rendu le coût de l'information marginale très faible. Et donc des choses sont devenues de l'information. Ça paraît complètement absurde au 19e siècle de se dire que tout le monde va pouvoir dire des choses sur un grand forum qui s'appelle Twitter ou X, et que c'est de l'information, en fait. Mais l'information est devenue absolument omniprésente parce que son coût de production a baissé. Et là, de la même façon, je pense que les coûts de confiance vont également baisser. Et donc, on va commencer à faire confiance à beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, il y a très peu de sociétés d'assurance, en fait. C'est des entreprises gigantesques et très capitalisées et très régulées. Mais je ne peux pas lancer une assurance si facilement demain. Si je commence à utiliser ces systèmes-ci, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ça donne des outils pour avoir des systèmes émergents différents, de la même façon qu'on a pu également l'avoir dans l'industrie de la musique, en fait. Plutôt que de devenir un immense label, peut-être que je vais faire du streaming et commencer comme ça. Ok. J'aime bien ce que tu dis parce que je suis assez d'accord avec ça. Internet a abaissé le coût marginal de transfert de l'information. La blockchain, ça abaisse le coût marginal du transfert de valeur et de la confiance. Et les ZK, ça abaisse le coût marginal de déléguer du calcul, en fait. Ça fait au calcul distribué ce que la blockchain a fait au transfert de valeur et ce qu'Internet a fait au transfert d'informations. Carrément. Alors, il y a pas longtemps, on a fait une interview aussi avec Randindy, qui est donc le CEO de Zama. Eux, ils sont sur le chiffrement homomorphe, qui est finalement assez complémentaire aux ZK. Je ne sais pas si vous êtes d'ailleurs en contact avec ce genre d'initiative sur la partie FHE, donc chiffrement homomorphe. On fait un peu partie de cette grande famille qui a récemment été appelée la cryptographie programmable. Donc on est cousins, on va dire. Souvent entre ZK, FHE, MPC, les gens aiment bien dire cette technologie-ci est meilleure pour ci ou la meilleure pour ça. Bon, à la fin c'est des fonctions mathématiques qui sont bonnes à faire certaines choses et d'autres pas vraiment. Donc on est vraiment cousins et il y a les choses auxquelles le FHE est très doué, la ZK l'est pas forcément et inversement. Ok. Pour revenir sur la partie donc, Layer 1, la question que je me posais, c'est donc vous avez levé 2,8 millions d'euros. Et quand tu lèves c'est une belle somme, mais en même temps, quand tu regardes les moyens des Layer 1 sur le marché, qui ont levé des centaines de millions d'euros, comment tu dis, OK, je vais réussir à concurrencer ces Layer 1, comment je vais réussir à construire un écosystème? Parce que c'est vrai que
Il y a un côté un peu pervers aussi de l'écosystème, c'est pour attirer des projets, il faut leur donner souvent des grants, et donc pour ça, il faut de l'argent. Et donc comment tu arrives à attirer des projets quand tu n'as pas encore, tu es au tout début, que tu n'as pas beaucoup de fonds Il y a 2 réponses à ça. La première, c'est lever autant de fonds. Ouais. Une petite sous-partie là-dessus, c'est que lever massivement des fonds n'est pas vraiment nécessairement vecteur de succès. Bien sûr, parce qu'après l'argent est dépensé n'importe comment aussi. On regarde par exemple zk-Sync qui avait vraiment longtemps, nous quand on a commencé sur Starknet on était en 2021 et la chose qui faisait vraiment très peur à tout le monde et qui mettait beaucoup de doutes vis-à-vis de l'approche de Starknet, vis-à-vis du fait de ne pas être ce qu'on appelle EVM compatible, c'est-à-dire d'avoir un langage de programmation complètement différent, c'était ah non mais en fait les ZK EVM, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de prouver du code Solidity, vont tout bouffer. Une fois que ça va marcher, ça va tout bas. Il y en avait plein, il y avait Polygon, il y avait zk-Sync. Et aujourd'hui, factuellement, zk-Sync a moins bien fonctionné que Starknet. Big up à tous ceux qui sont encore là-bas, hein, mais en termes de chiffres, ça n'a pas fonctionné. Et c'est une entreprise qui a levé plus d'1,5 milliard, en fait. Et comment t'expliques ça, que ça n'a pas fonctionné du coup ? Je considère que c'était vraiment pas suffisamment différent, en fait. C'est un petit peu ce qui fait que nous on essaie de faire une L1. J'ai commencé ma carrière chez Ledger, donc je suis très sensibilisé à des questions par exemple d'onboarding et des questions de wallet. Le status quo sur ce sujet-là est absolument nul. C'est mieux sur Starknet. J'ai énormément tanné le cuir des équipes de wallet sur Starknet pour faire en sorte que ça s'améliore, mais on est vraiment encore toujours dans un statu quo qui est, à vrai dire, abyssal. Ça fait 16 ans qu'on a de la blockchain et encore la manière d'onboarder les gens, c'est de dire ça marche super bien, c'est sécurisé, télécharge cette application super moche avec un petit renard dessus et voilà 24 mots, tu vas les tatouer sur ta fesse gauche et les enterrer au fond de ton jardin. C'est complètement aberrant. Ouais. On est dans des systèmes et on a vraiment eu très peu d'améliorations. Il y a des améliorations un petit peu incrémentales, on a des smart wallets, c'est nettement mieux, mais les niveaux d'adoption sont encore vraiment beaucoup trop faibles. Et ça fait partie du genre de choses que nous, on veut vraiment avoir un saut quantique, une différence vraiment de qualité et pas une différence de degré par rapport à l'État, qui est permis justement par des zero knowledge proof. Je pense que vraiment l'avenir dans lequel on va, c'est tu ne sais même pas que tu as un wallet. J'aime bien dire en ce moment, je ne sais pas combien de comptes j'ai en Web 2. Par contre, je peux compter ce que j'ai en Web 3. Et c'est très étrange en fait. Ouais. L'objet du wallet, je sais où il est. Et donc quand on arrive à rentrer dans le paradigme un petit peu où on commence à effacer le wallet, moi mes réflexes de personne qui est dans la blockchain depuis longtemps, je commence à plus être bien, je suis genre attends, elle est où ma transaction, elle est où mes clés, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il faut qu'on accepte que c'est un peu comme mon père qui disait oh j'adore le ligne de commande, genre bah oui, peut-être, c'est très bien, mais là où on va pas vraiment en avoir besoin. Ouais. Donc la première c'est lever autant de fonds, et la seconde c'est Lancelot, mon cofondateur et moi-même, notre force, c'est d'être des constructeurs d'applications, avant tout. On a donc créé Brick, qui était un protocole de on-chain gaming sur Starknet. On a créé Dojo, qui était également un game engine sur Starknet. C'est des choses qu'on sait faire et qu'on va vraiment pousser. C'est-à-dire, on va créer des applications et montrer à quoi sert la technologie. On va vraiment pas créer une autoroute en disant au monde allez-y, on va également faire des voitures de course, aller faire des donuts sur la piste. Mais quand tu dis du coup créer des applications là sur Relay, c'est quand même onboarder des projets externes. Mais comment tu arrives à les attirer en fait, sachant que tu as des grants de partout, des fondations. C'est juste par la techno que tu penses que ça peut être suffisant pour les onboarder. Il y a autre chose que l'argent dans la vie, les gars. Ouais, non, franchement, bien sûr. Genre il y a aucune autre industrie où on se pose cette question. Il faut redescendre un peu sur terre, quoi. Non, mais complètement. Mais c'est marrant. On a fait un épisode d'ailleurs avec. J'ai fait un épisode avec Grégoire Gambato, donc de Only Dust, et lui expliquait justement à quel point c'était fou qu'il y ait des fondations, tu vois, qui payaient des millions d'euros, des projets qui n'ont jamais vu le jour. Alors du coup, ça permet aussi de faire une sélection un peu naturelle parce que les bons projets, tu les attires pas avec de l'argent, mais c'est vrai que c'est dur aussi de se différencier. En fait, juste de dire hello, j'existe quand tu as des centaines de blockchains sur le marché, parce que le temps, on va dire, des personnes est compté, donc elles peuvent pas regarder non plus tous les projets. Et donc, comment en fait tu arrives à. Pour nous, ça passe vraiment sur une différenciation extrêmement forte. En fait, il y a plein de mercenaires. Et c'est à peu près la même quantité de développeurs. Il y a combien au maximum de développeurs sur la blockchain total? Genre quelques dizaines de milliers? Un truc comme ça. C'est pas là-dessus qu'on va se battre, en fait. Et parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont, s'ils sont déjà dans la blockchain, c'est qu'ils sont déjà surspécialisés. C'est une niche écologique. Ils survivent de grand, on a de projet en projet. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le 1,5 million d'autres devs qui n'en ont même pas entendu parler, des développeurs Rust, qui vont dire ah mais attendez, en fait,
la blockchain pensait que c'était de la merde, mais en fait, avec des knowledge proof, il faut faire ça et ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Ah, ok, je vais avoir besoin de la blockchain pour exactement ce petit bout. Okay. C'est un truc qu'on a vraiment vu sur Starknet, Henri et moi, en fait. Les premières personnes qui ont débarqué, c'était Uri, l'ancien CEO de Starkware, aimait dire malgré nos meilleurs efforts, les gens sont restés. Parce qu'il y avait un langage de programmation super dur. Nous, c'était ultra instable. On a fait péter le testnet et le mainnet, je sais pas combien de fois avec Brick. Mais on continuait. Et ce qui a fait vraiment tenir ça, c'est les communautés. C'est-à-dire, c'est un truc vraiment très impalpable qu'on peut pas vraiment acheter. Et c'est ça qui fait, par exemple, que je pense vraiment que le choix d'un écosystème non EVM compatible était vraiment intéressant et apporter ses fruits. C'est qu'il y a une communauté sur Darknet qui reste, qui essaie de faire des trucs vraiment très différents. Ouais. C'est ça qu'on vise. Okay. Pour les gens qui vont créer, nous, ce qu'on appelle des applications prouvables. Ouais. C'est des applications qui utilisent de la ZK pour prouver leur exécution, qui l'utilisent vraiment au cœur de leur mécanique et qui vont avoir besoin de temps en temps de vérifier ça on-chain. Et tu parlais justement d'attirer des développeurs Rust qui ne sont pas encore par exemple sur la blockchain. Enfin, c'est quoi le levier d'acquisition finalement pour aller toucher ces développeurs, leur dire hello, on existe C'est le bâton de pèlerin et une grosse banane. Ouais. Tu fais beaucoup de meet-up, Ouais, à l'heure actuelle, je me focalise beaucoup sur les communautés en fait, de hackers dans la cryptographie programmable. Il y a pas mal ça revient un peu à la question qu'avait dit, la remarque qu'avait fait Henri sur est-ce que la ZK va réussir à s'abstraire de la blockchain. À l'heure actuelle, je pense qu'un des effets de bord les plus bénéfiques qu'a eu la fondation Ethereum, c'était de financer un programme de recherche gigantesque sur la cryptographie. Il y a énormément d'avancées qui ont été faites là-dessus. Des projets comme ZK-Email ont été faits là-dessus. Sur le ZK-ML, c'est-à-dire le ZK Machine Learning a été fait là-dessus. Et il y a beaucoup de jeunes gens, en fait, extrêmement motivés, qui se disent « Ah, en fait, ça, c'est vraiment sympa, j'ai envie de le pousser. Ouais. » C'est ces communautés-là qu'on vise. Ok, ouais, hyper intéressant. Et est-ce qu'un jour, il y a une chance du coup que Starknet soit un L2 de Ilé ça pourrait arriver Ouais, pourquoi pas. En soi. Et puis, c'est ce qu'on se disait. À un moment, Ilé pourrait être prouvé sur Starknet. Starknet pourrait être prouvé sur Ilé. Et puis, on va arriver dans un monde où vraiment les définitions ont commencé vraiment à plus avoir beaucoup de sens. À partir du moment où en fait, c'est très facile de prouver des choses. Exactement comme tu as dit, on peut prouver Ilé sur Starknet, on peut prouver Starknet sur Ilé. À partir de là, qui est la L2 de un, qui est la L1 de l'autre. Pour ça, voilà, je pense que les mots et les métaphores ont aussi leurs limites. On parle de L1, L2, L3. Ouais, parce qu'en fait, on se rattache à des notions qu'on comprend pour un peu, parce qu'on est sur des concepts assez nouveaux, donc on a besoin aussi pour expliciter. Mais c'est vrai que ça reste quand même des frontières très vagues. Et puis en plus de ça, on utilise L1, L2, on parle de blockchain, en fait, de trucs avec des blocs, des transactions, des smart contracts. Mais en fait, Ilé, vous êtes une L1. Mais ce qui se passe au-dessus de Ilé, c'est pas vraiment des L2. Il n'y a pas forcément des blocs. C'est peut-être des L2.5, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment des preuves qui s'affranchissent du format de des blocs de transactions des smart contracts. Ça, c'était justement à un événement Starkware que j'avais eu ces discussions. Je parlais à quelqu'un, je faisais OK, qu'est-ce qu'on peut enlever au maximum pour avoir, à cette époque-ci, on réfléchissait un petit peu au L3, pour faire une L3. Donc le principe d'une L3, c'est quoi? C'est là, il se passe des trucs sur la L2, c'est vérifié sur la L1, il se passe des trucs sur la L3, c'est vérifié sur la L2. Et principalement, un des trucs dans l'imaginaire que les gens veulent faire avec des L3, c'est que ce soit ce qui s'appelle application spécifique à une application. C'est-à-dire qu'il n'y aura que cette application dessus. Donc on commence à réfléchir, on se dit bon ok, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des explorers de blocs? Pas vraiment en fait, parce que tu as juste besoin de ton explorateur de blocs, c'est l'application. Tu dois savoir ce qui se passe sur la chaîne à partir de l'application. Bon ok, est-ce qu'il y a besoin de blocs? En fait, pas vraiment, on va juste envoyer des preuves quand il y a besoin. Donc on commence à envoyer des trucs, à enlever des trucs, et puis à la fin on se dit en fait c'est un serveur qui génère des preuves. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Et exactement comme tu le dis, les applications sur Ilé, c'est ça. Si ça se trouve, ce sont des blockchains, parce que ça t'amuse en fait, et c'est intéressant pour ce que tu fais, de fonctionner comme une blockchain et de prouver ton exécution. Mais la plupart des choses, je pense, qui vont arriver sur Ilé, ce seront vraiment des serveurs avec des degrés de décentralisation divers qui vont générer des preuves et les vérifier sur Ilé. Ok. La frontière, vraiment, moi, le truc que j'attends vraiment, c'est... donc, il y a des objets qui s'appellent des ZKVM, c'est-à-dire des machines virtuelles. C'est des ordinateurs dans lesquels on met du code, il est prouvé. Aujourd'hui, on fait ça avec du Rust. Le truc que j'attends, c'est qu'on fasse ça avec des vieux langages, comme par exemple du COBOL, qui est utilisé dans l'industrie bancaire. En gros, ça fait 16 ans, tout ce qu'on entend, c'est genre, on va mettre les banques sur la blockchain. Et on a vraiment essayé, parce qu'on va voir Monsieur Goldman Sachs et on dit bonjour, jette tout et refais tout en Solidity. Et à chaque fois, c'est genre, non. Et ce qui me paraît très intéressant justement avec cette technologie de ZK, c'est que c'est finalement très additif.
c'est pas 0 ou 1, c'est pas t'es sur la blockchain, tu l'es pas, c'est genre en fait garde tes trucs, fais fonctionner ce petit module de temps en temps, garde ton vieux code spaghetti des années 60 et ça va être prouvé. Et là, boum, t'es on-chain. Ok, hyper intéressant. Et dernière question, Henri, on parlait de Layer 3. Est-ce qu'il y a déjà des Layer 3 sur Starknet? Est-ce que ça va arriver, tu penses? Tu as des AppChain Starknet, donc tu as des applications qui créent leur chaîne Starknet. Il y en a qui se rattachent à la Ethereum, il y en a qui regardent pour se rattacher à Starknet. Il manque encore une ou deux briques techniques pour que ça marche correctement, mais il y a plein de gens qui bossent là-dessus, ouais, carrément. Et parce qu'après, moi je me dis, bon, c'est quoi la limite? Après, il y aura peut-être des L4 qui sont en fait. Enfin, c'est quoi? Où est-ce qu'on. Pour le coup, je pense que c'est difficile de savoir exactement. Moi, à mon avis, une des valeurs principales de la blockchain, ce que je dis, c'est l'ordonnancement en fait. C'est le fait d'avoir un endroit où tu peux savoir quelle preuve est arrivée avant l'autre, qu'est-ce qui s'est passé avant. Une horloge. Ça, c'est une horloge. Et du coup, avoir des L3, bon, ça peut avoir du sens d'avoir des chaînes qui fonctionnent avec un substrat qui est facile à utiliser parce que mine de rien, envoyer des transactions et avoir des blocs, en fait, tout le monde sait un peu s'en servir, c'est pratique. Est-ce que ça aura du sens d'avoir des L4? Ça commence à être un peu convolué, mais pourquoi pas? Mais je pense que tu auras, par contre, je ne sais pas si tu auras des L4, par contre, tu auras ce que tu décrivais toi, tu auras des gens qui feront de l'exécution off-chain dans un serveur pour un truc spécifique et qui le prouveront, tu vois. Est-ce que si jamais avec mon téléphone je scanne mon passeport et je vérifie quel âge j'ai et ensuite je le prouve, est-ce que ça compte comme une L4? Peut-être, je sais pas, tu vois. Ok, ouais, intéressant. Messieurs, on approche à la fin de l'interview, c'est un peu le moment carte blanche. Est-ce qu'il y a je sais pas, vous voulez conclure sur un concept, un sujet, c'est un peu le mot de la fin. On a notre flûte, parce que ça va être publié un peu plus tard. On a notre premier hacker sur Ilé qui va publier sa première application qui utilise justement cette idée de faire beaucoup de choses hors de la blockchain et juste de vérifier une preuve. Donc il a créé un système qui permet en fait de jouer aux échecs par email. Donc Night to E1 en notation d'email. On joue en pair à pair avec Henri. À la fin, il a gagné, il me bat. Il a juste envoyé un email à arbitre@ilé.eu et l'arbitre va être capable de générer une preuve que Henri a bien gagné, utiliser le fait que les emails soient signés pour générer une preuve que c'est bien Henri et inscrire sur Ilé que Henri à starknet.org a battu Sylve aux échecs. Ok. Donc ça, c'est la première application. On commence vraiment avec des choses assez simples, mais qui sont fondamentalement impossibles à faire en dehors d'Ilé. Ouais, donc vraiment prouver des choses. Ok. Et toi, Henri? Non, moi de mon côté, je dirais, je trouve ça cool que tu fasses de la place dans ton podcast et que tu invites des gens qui font des choses différentes parce que Starknet, on est une L2 différente, parce que vous êtes un projet différent et je trouve ça cool. Je vais juste partager je trouve ça cool qu'on on s'intéresse, on se stimule et on trouve des choses qui dépassent juste la spéculation court-termiste, qui dépassent on fait la même chose mais moins cher, où on vise à vraiment se réapproprier cette technologie pour faire des trucs qui sont ambitieux, qui sont intéressants, qui veulent changer le monde, qui veulent apporter une vraie valeur. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de est-ce que c'est difficile ou pas d'être un L1 alors qu'il y a plein de compétitions. Moi, je trouve que c'est ça la meilleure façon d'avoir du succès, en fait, c'est t'appelles ta tribu. Tu es toi, tu fais tes trucs, tu t'enthousiasmes. La meilleure manière d'être convaincant, c'est d'être enthousiaste. Et je trouve ça super important de valoriser ces trucs-là. Parfait, merci messieurs, c'était vraiment hyper intéressant, je vous remercie et à très vite. Merci beaucoup.